Faut-il s'aligner derrière la transition militaire d'Assimi Goïta pour restaurer l'autorité de l'État ou entendre le combat identitaire et politique du Front de libération de l'Azawad, allié au JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans? C'est le débat que je propose dans ce nouvel épisode de Confrontation. Bonjour à tous, bonjour Drissa Meminta, vous êtes blogueur, militant malien, et face à vous, bonjour Mohamed Agamedou, vous êtes journaliste malien et militant Touareg, et je vous remercie tous les deux d'avoir accepté cette confrontation. Merci à vous Drissa également. Meminta, vous êtes au Mali, je commence avec vous, avec l'atmosphère qui règne en ce moment à Bamako et ces deux annonces. D'abord, pourquoi le ressortissant français Yann Vézilier a-t-il été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l'État? Pourquoi son accréditation par l'ambassade de France et son statut de diplomate, comme l'affirme Paris, n'ont pas conduit la justice malienne à l'expulser? Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois de plus. Je pense que d'habitude, les espions sont expulsés lorsqu'ils se limitent seulement à des opérations d'espionnage. Mais Yann Vézilé ne s'est pas arrêté seulement aux opérations d'espionnage. Il a participé ou même initié une opération de déstabilisation du Mali. Donc, il a été arrêté pour ça et non pas pour simple espionnage. Donc, comment dire là, pour avoir participé ou même organisé la déstabilisation du Mali, il a été arrêté et jugé. Je pense que partout où un espion va s'adonner à des opérations de déstabilisation d'un pays, on va l'arrêter. Ce n'est pas le Mali seulement. Alors, la France dénonce une violation quand même de la Convention de Vienne de 1961 qui protège les diplomates. Drissa Oui, Meminta. cette convention protège les diplomates et non les déstabilisateurs. Lorsque le diplomate se limite à sa mission de diplomatie, il est protégé. Mais lorsqu'il sort de ce carcan pour s'adonner à des opérations de déstabilisation, il est tout simplement arrêté. Et cette convention ne peut pas protéger quelqu'un qui projette de faire des attentats ou faire des coups d'État contre un pays. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des éléments concrets concernant les accusations de déstabilisation? Oui, il y a des éléments concrets. Pour la petite histoire, ce Yann Vézilier se promenait ici à Bamako dans des grains pour aller voir des gens qui étaient frustrés en leur proposant son aide pour mener des actions. Moi-même, j'ai été en contact avec une dame qui a été en contact, bien sûr, avec Yann Vézilier. Et cette dame m'expliquait que Yann Vézilier lui a effectivement proposé son aide. Donc, je pense que ça, c'est clair. Mohamed Agamedou, comment vous analysez justement la situation de ce diplomate français qui a été condamné par la justice malienne? Bon, je vais d'abord vous saluer, vous remercier de m'avoir invité et aussi de saluer mon co-débatteur. Donc, voilà, et j'espère avoir un débat pédagogique. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne les diplomates, dans, toutes, dans toutes les ambassades du monde, il y a toujours un ou deux diplomates qui sont des agents de renseignement. Euh, Même le Mali avait deux agents de renseignement à Paris, ici. Et cette condamnation de Yann Végilier montre à suffisant que le Mali a sa souveraineté. Vous voyez, le Mali a sa souveraineté. Ils ont condamné un diplomate français. Alors que les critiques vont à l'encontre de la France, il y a toujours des critiques, mais s'il a été pris en commettant des délits, il a été enfermé et il a été longtemps incarcéré, ce qui est contraire à la constitution malienne. Au bout de 72 heures, normalement, un détenu doit comparaître devant un juge. Et il a fait presque 10 mois ou bien 11 mois, et il a été jugé et il a été condamné à 20 ans. Donc, cela montre à suffisance que le Mali a sa souveraineté. Donc, et cela montre aussi la dégradation
du plan d'entente diplomatique entre ces deux pays. Alors c'est vrai que Yann Vezili a été arrêté à Bamako en août 2025. Juste pour terminer là-dessus, Drissa Meminta, c'est vrai que Paris affirme qu'il était en mission officielle accréditée auprès de l'ambassade de France. Dans ce contexte-là, compte tenu de son statut, est-ce que les autorités maliennes, la justice malienne aurait dû entamer des discussions avec les parties françaises concernées justement pour permettre son expulsion et permettre à la justice française de suivre le dossier? Je vous dis encore une fois de plus, lorsqu'un diplomate est accrédité auprès d'un pays, il doit se limiter à des activités de diplomatie. Et si ce diplomate est sous couverture et qu'il est espion, lorsqu'il est pris en train de faire des espionnages, c'est-à-dire espionner l'armée, espionner les industries ou chercher des informations, lorsqu'il est pris en train de faire ceci, la plupart des cas, il est expulsé. Mais ce Yann Vezilier n'était pas en train de faire ça. Je vous rappelle encore que ce Yann Vezilier était à la base d'une opération de déstabilisation. Donc, la justice, son boulot, ce n'est pas de faire de la diplomatie. La justice est là pour juger, pour poursuivre. Ce n'est pas à la justice de chercher à rentrer en contact avec la France ou autre. La justice, son rôle, c'est de juger, c'est de poursuivre. Maintenant, il a été poursuivi, il a été jugé. Le reste, la diplomatie peut prendre le relais s'il y a des négociations ou pas, s'il y a d'autres choses ou pas. Mais ce n'est pas à la justice d'aller négocier quoi que ce soit. Voilà. Alors, outre cette condamnation du diplomate français, la transition a fait une autre annonce. Elle a mis à prix la tête de plusieurs chefs, dont celle du JNIM, chef de groupes armés, dont celle du JNIM, Iyad Ghali. Cet appel à chasser les chefs de groupes armés et terroristes est-il responsable, Drissa Meminta, vis-à-vis des populations? Je pense que c'est même pour le bien de cette population. Partout dans le monde où la lutte contre le terrorisme est menée, le soutien de la population est demandé pour localiser les terroristes. Parce que les terroristes, ce n'est pas comme des forces conventionnelles qui ont des camps ou bien qui ont des bases qui sont géolocalisables en tout moment et en tout lieu. C'est des gens qui se cachent. Donc, lorsqu'ils se cachent, ils sont recherchés. Et cette procédé est faite par plusieurs pays. Les États-Unis le font. D'ailleurs, le terroriste qui a été neutralisé par le Mali, qui est Abu Uzaifa, était recherché par les Américains et sa tête était mise à prix. Et on se rappelle également que la Turquie avait également proposé des récompenses pour celui qui arrivera à donner des informations ou arrêter Bayar Kimongo. La somme, c'était 214 000 euros. Donc, ça se passe, c'est pour amener la population à contribuer parce que ces terroristes-là, ils se cachent. Et lorsque ces terroristes-là agissent, ils font mal à cette population. Donc, si la population peut contribuer à leurs arrestations ou à leur neutralisation, je pense que c'est une bonne chose. Et motiver également les citoyens à rechercher ces terroristes-là, je pense que c'est une bonne chose et ce n'est pas la première fois et ce se passe un peu partout dans le monde. Mais je veux dire, opposer la population aux terroristes, c'est pas mettre en danger justement les Maliens et les Maliennes aussi? Au contraire, ce ne sont pas les autorités qui ont opposé la population aux terroristes, mais c'est les terroristes qui attaquent la population. Je vous rappelle que, selon certains chiffres, il y a plus de 30 000 civils qui ont été tués par ces terroristes-là. Les camions qui sont brûlés ici, ce ne sont pas des camions des militaires, ce sont des camions des civils. Les villages qui sont incendiés, ce ne sont pas des camps militaires, ce sont des villages des civils. Les enfants qui ont été tués, les femmes enceintes qui ont été éventrées, ce sont des civils. Aujourd'hui, ce sont les civils qui payent le lourd, prix de cette guerre-là. Alors, si cette population, pour sa sécurité, peut aider à faire arrêter ça, je pense que c'est une bonne chose. Aucune armée au monde
ne peut arriver à bout, que ce soit du terrorisme, que ce soit des rebelles, sans l'accompagnement de la population. Parce que le renseignement, aujourd'hui, il est unanime partout que le renseignement humain est le meilleur renseignement du monde. Alors pourquoi vouloir dire ou demander à la population de se taire, de ne pas donner des informations? Comment est-ce qu'on peut arriver à combattre les terroristes si on demande à la population de se taire, de ne pas soutenir l'armée? Alors, Mohamed Agamedou, vous avez posté, vous, sur les réseaux sociaux, des messages tournant cet appel de la transition en dérision. Que signifie cet appel pour vous? Il y a quelques mois, il y a eu des mises à prix contre les mêmes personnages. Et là, ça revient. Quelles sont les personnes qui sont recherchées? Il y a Dagali avec 2 milliards de francs CFA, Amadou Koufa avec 1,5 milliard de francs CFA, avec un certain Gallo, avec certains cadres du Front de libération de l'Azawad. Moi, je pense que c'est pour maintenir la pression sur les ennemis du régime en place, mais est-ce que c'est là aujourd'hui pourra donner des résultats concrets, vu que hier le porte-parole du JNIM dans le sud du Mali, Binagara, alias Abou Oudeifa, aussi est sorti en donnant aussi des primes sur certaines personnes. Moi, je pense que ces choses-là devraient exister depuis très longtemps, depuis les années 2000, où nous, par exemple, moi, je suis de la région de Tombouctou, où le terrorisme, il a commencé contre nos populations. Vous dites, Mohamed, attendez, Mohamed, vous dites que donc la mise à prix de la tête de plusieurs chefs de groupes armés terroristes, c'est une bonne chose. Pour les terroristes, oui. Mais pour les Front de libération de l'Azawad, qui sont une partie malienne, qui sont les opposants au régime, et je ne pense pas que c'est une bonne chose. Mais je ne soutiens pas, je condamne le terrorisme sous toutes ses formes. Donc, oui, alors on va revenir justement sur cette alliance entre le JNIM et le Front de libération de l'Azawad, mais Drissa Meminta, cette annonce de la mise à prix de la tête de plusieurs chefs de groupes armés et terroristes, est-ce que ce n'est pas aussi l'illustration d'une transition à court de munitions, d'une transition désarmée? Je pense qu'il faut d'abord connaître les armes qu'il faut pour combattre le terrorisme. Le terrorisme ne se combat pas comme une guerre classique. Comme je vous le disais, c'est des gens qui sont cachés souvent parmi la population dans des forêts, dans des grottes. Donc, si d'autres pays le font, parce que c'est une arme également pour combattre les terroristes. Si c'était une guerre où les camps étaient face à face, on n'aurait plus besoin de ça. Mais nous sommes face à des gens qui se cachent souvent parmi la population dans des grottes ou ailleurs. Donc, pour les combattre, je pense que c'est un moyen qui est offert à tous les États de combattre le terrorisme contre, parce que c'est avoir du renseignement, rechercher les terroristes et faire participer les citoyens à la lutte contre le terrorisme en leur demandant de fournir du renseignement. Donc moi, je pense que ce n'est pas une faiblesse de l'armée ou bien une faiblesse du régime en place. Mohamed disait que pour les terroristes, oui, mais pour certains cadres du FLA, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit d'accord sur quelque chose. Un terroriste et celui qui se met avec lui sont tous des terroristes. Ça, quand même, il faut que les gens soient d'accord sur là-dessus. Il est demandé à tout le monde, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même les Nations Unies qui demandent à ce que tout le monde se démarque des terroristes. Alors, lorsqu'on annonce officiellement une alliance avec un groupe terroriste, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui s'allie aux terroristes pour attaquer. Donc, quelqu'un qui s'allie, c'est comme quelqu'un qui vole et celui qui l'a aidé à voler ou bien celui qui a volé avec lui, il est complice, il est voleur aussi.
Donc, si il s'allie pas aux voleurs, ou bien s'il s'allie pas aux terroristes, on va pas l'appeler terroriste. Mais lorsqu'il s'allie aux terroristes, il est terroriste. Et vous avez vu, que ce soit l'attaque de Kidal, que ce soit l'attaque sur Kati, c'est le djinnim qui a montré des vidéos. Donc, ça veut dire que c'est le djinnim qui était à la tête. Les autres accompagnaient le djinnim. Donc, c'est lui qui accompagne le djinnim sur le terrain. Franchement, il est terroriste. Voilà. C'est vrai, Mohamed Ahmedou, que cette alliance que l'on dit de circonstances est fermement condamnée par la junte malienne, pose quand même des questions sur le bien fondé du mouvement séparatiste Touareg, le FLA, qui s'est allié avec un groupe terroriste, en l'occurrence le JNIM. Bon, je dois quand même préciser quelque chose. Je suis quand même quelqu'un de là-bas. Je suis quand même quelqu'un qui vient du Mali et du septentrion malien. Donc, il faut aussi éclaircir certaines choses. Le FLA est dans une alliance de circonstances avec les JNIM. Et je crois que Mohamed El Maouloud Ould Ramadan, qui était un ancien magistrat du Mali, qui est le porte-parole du FLA actuellement, avait bien expliqué qu'ils se limiteront juste aux régions que le Front de libération de l'Azawad réclame. Donc maintenant, mon confrère, mon co-débatteur, Drissa Mementa, a dit que les Nations Unies rejettent les terroristes, les organisations terroristes. Effectivement, nous rejetons toutes les organisations terroristes et nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes. Mais dès le moment où la junte a recruté des mercenaires russes de Wagner ou d'Africa Corps qui sont étiquetés comme une organisation terroriste par ces mêmes Nations Unies, par des grands États et qui commettent des massacres, même hier, à Echel Hourou, dans la région de Tombouctou. Et Mohamed Ahmedou, est-ce que cela justifie cette alliance du FLA avec le groupe terroriste JNIM? Quel signal cela donne aux populations maliennes? Comment gagner cette confiance, en fait, avec cette alliance effectivement pose de sérieuses questions sur le bien fondé du mouvement Touareg aujourd'hui. Écoutez, le FLA n'a pas de rapport de force face au JNIM. Les JNIM est devenu très puissant jusqu'au moment où ils ont attaqué Kati. Richard Mementa vient de le dire. Ils ont tué le ministre de la Défense. Le JNIM est très puissant aujourd'hui. C'est l'acteur le plus... L'attaque de la résidence de Sadio Camara s'est réalisée sans l'accord du FLA. C'est ce que vous dites. Je ne sais pas. Moi, je dis seulement que le JNIM est très, très puissant et ceux qui sont responsables du fait que le JNIM est devenu fort, c'est ce même régime qui est à Bamako. Et c'est ce même régime, aussi, je n'ai pas terminé mon argumentaire. C'est un régime issu d'un coup d'État qui a recruté une organisation terroriste qui tue les Maliens. Et c'est ça qui a fait que tout est parti en cacahuète, tout est parti en vrille. À un moment, lorsque Assimi Goïta est venu au pouvoir, il avait toutes les cartes en main en ce qui concerne la paix. Mais il faut se demander aujourd'hui, pour comprendre la situation, quelles sont les caractéristiques réelles de ce qui nous a amenés dans cette situation au Mali. Drissa Mementa, vous répondez? Je pense que Mohamed reconnaît que le FLA s'est allié au JNIM. Que l'alliance soit circonstancielle, durable ou courte, c'est une alliance. Donc, ceci étant dit, donc, étant en alliance avec un groupe terroriste, ils sont terroristes. Deuxièmement, je ne sais pas où, dans les Nations Unies, il a été dit que les militaires russes sont des terroristes. Ceux qui sont au Mali, aujourd'hui Africa Corps, fait partie de l'armée russe. Les gens peuvent s'entêter à les appeler mercenaires ou quoi que ce soit. Ils sont partie de l'armée russe et ils sont gérés par le ministère de la Défense de la Russie.
Et je rappelle que le problème ne vient pas de là. Alors, juste Drissa Meminta, sur cette alliance aussi, il faut préciser, sur l'alliance que forme l'armée malienne aux côtés d'Africa Corps, l'ex-Wagner, c'est une alliance aussi jugée extrêmement controversée en raison effectivement d'exactions présumées commises et prouvées dans certains rapports à l'encontre des populations. Il y a eu quand même des dérapages qui ont été signalés dans le cadre de rapports officiels quand même. Donc ça pose des questions effectivement aussi sur cette alliance. On va faire la part des choses. Les accusations d'exaction et le fait que les militaires russes qui sont là sont des mercenaires, ça fait deux, ce ne sont pas là. Et comment dire, c'est pas la même chose. Je vous disais que les militaires russes qui sont au Mali, les gens peuvent s'entêter à les appeler mercenaires. Ils font partie de l'armée russe. Et je vous disais que le problème ne vient pas de la présence militaire russe. Le problème a débuté en 2023 lorsque les Nations Unies ont pris une résolution pour demander à la MINUSMA de céder les bases qu'elle occupait à l'armée malienne. Et c'est ainsi que la MINUSMA a commencé à rétrocéder les bases qu'elle occupait à l'armée malienne. Et c'est comme ça que, à l'époque, c'était la SEMA. C'est ainsi que la SEMA s'est opposée à cette rétrocession. Et c'est la SEMA qui a attaqué l'armée malienne. On se souvient. Quand la MINUSMA a rétrocédé les bases. Le problème est venu de là. Et la reprise des hostilités entre l'armée et la SEMA, ça a commencé par là. Nous avons vu qu'ils sont venus attaquer à Bamba, à Léré et un peu partout. Ils sont même allés jusqu'à attaquer le bateau Tombouctou. Quand l'armée montait, c'est eux qui ils se sont opposés à une résolution des Nations Unies. Et c'est là que le problème a commencé entre l'armée et la SEMA en 2023 et non l'arrivée des Russes ou une soi-disant exaction. Maintenant, en ce qui concerne ces accusations d'exaction, je pense que aujourd'hui, sur le terrain, ce qui se passe, il y a des terroristes qui attaquent le Mali. Il y a des terroristes qui font des exactions. Et c'est le rôle de l'armée d'aller chercher ces terroristes-là et de les combattre. Et aujourd'hui, le groupe qui est connu publiquement, internationalement comme un groupe qui fait des exactions, ce sont des terroristes. Alors l'armée, en cherchant des terroristes ou en détruisant des terroristes, lorsque des civils sont touchés ou autre chose, on peut mener des enquêtes. Mais aujourd'hui, c'est l'armée qui est en train de donner son sang. Alors comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un qui est parti donner sa vie pour sauver d'autres personnes, on l'accuse de vouloir tuer ce dernier? Aujourd'hui, qui meurt au Mali pour sauver des civils? Alors, juste pour avancer, Drissa Meminta, l'offensive de grande ampleur du JNIM et du FLA s'est déroulée le 25 avril, en tout cas a débuté le 25 avril. Depuis, la situation sécuritaire semble être plongée dans un statu quo pour l'instant. La ville de Kidal reste toujours aux mains du FLA et du JNIM. Est-ce que la transition malienne a toujours l'intention finalement de prolonger l'option militaire avec le soutien toujours d'Africa Corps, l'ex-Wagner, pour regagner la ville de Kidal? Je pense que la question ne doit même pas se poser parce que tant que le terrorisme va continuer, l'option militaire va continuer. Et aujourd'hui, qui accepte de venir se battre aux côtés de l'armée malienne pour neutraliser les terroristes? Ce sont les militaires russes. Quand les autres étaient là, ils nous ont clairement dit qu'ils n'étaient pas là pour combattre certains nous disaient que et ils n'étaient pas là pour combattre à notre place. D'autres disaient que ils ne peuvent pas combattre le terrorisme seul. Donc, aujourd'hui, ce sont les militaires, ou bien ce sont la Russie qui a accepté de venir auprès du Mali combattre le terrorisme. Alors, pourquoi voulez-vous que le seul pays aujourd'hui qui a accepté d'envoyer ses militaires venir donner leur vie pour nous aider à neutraliser les terroristes, pourquoi voulez-vous qu'on les renvoie? Pourquoi? Alors justement, les Africa Corps avait évacué une ville du nord du Mali justement à la faveur d'un accord avec les groupes armés. Il faut aussi le rappeler et dans un message a déclaré que Kidal n'avait aucune importance stratégique. Est-ce que c'est l'avis d'Assimi Goïta? Je pense que, comme je vous le disais,
la fois passée, lorsque des militaires s'expriment sur la guerre, ou lorsque les militaires s'expriment sur ce qui se passe sur le terrain, il y a toujours des tactiques et des techniques qui sont employées. Aujourd'hui, ce qui est essentiel à retenir, c'est quoi? Dans la région de Kidal, aujourd'hui, l'armée malienne et l'armée russe sont présentes dans 2 villes. Ils sont là-bas. Et aujourd'hui, les frappes continuent sur des terroristes à Kidal. Donc, je pense que c'est l'essentiel à retenir. Le reste là, c'est de la diversion. Le reste là, c'est des tactiques de... Mohamed Ahmedou, concernant Kidal, quelles sont vos informations? Est-ce que la ville qui est située dans le nord-est du pays peut échapper justement au JNIM et au FLA qui contrôlent la ville pour l'instant? Bon, permettez-moi de rebondir un peu par rapport à ce que mon confrère et compatriote a dit. Par rapport au déclenchement des affrontements, il faut rappeler que les acteurs de la crise malienne de 2012, la coordination des mouvements de l'Azawad, l'État malien, ainsi que les mouvements d'autodéfense faisaient partie, étaient les acteurs. Donc, en 2023, précisément, vers début août 2023, que c'est l'armée malienne et Wagner qui ont lancé les hostilités en s'attaquant à une base à Foïta, dans la région ouest de Tombouctou. C'est très loin de vers, à un moment où il n'y a pas eu de sujet sur la rétrocession. Maintenant, concernant le bateau Tombouctou, le JNIM avait instauré un blocus, un embargo sur les régions de Tombouctou et celles du centre en 2 juillet 2023 pour empêcher la circulation même des céréales en 2023. Donc, le bateau Tombouctou, jusqu'à présent, personne ne l'a revendiqué. Personne ne l'a revendiqué. Jusqu'à présent. On ne connaît pas qui l'a revendiqué. Maintenant, mon frère vient de dire que ils sont en train de bombarder les terroristes à Kidal. Moi, je pense qu'il faut revoir, il faut bien regarder ce qui se passe réellement. Réellement, sur ces frappes de drones, ne font que détruire des bâtiments publics à Kidal, comme par exemple le gouvernorat de Kidal. C'est-à-dire, c'est un bâtiment administratif malien, une mosquée de l'État malien à Kidal. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené le pays dans cette situation? C'est que les acteurs de la crise, c'est que l'accord n'a pas été appliqué. Donc, les acteurs se sont rétractés. En 2024, ils se sont rétractés pour avoir une nouvelle dénomination dans laquelle ils ont intégré la terminologie et revendication de l'indépendance. Le 17 avril 2024, il y a eu un affrontement entre les JNIM et les FLA au nord des Nara. Donc, au nord des Nara. Et ça a été une victoire, malheureusement, des JNIM. Donc, c'est ça qui a fait que les FLA n'a pas accepté ce que Ibeka a accepté. Est-ce que vous comprenez? Quand Ibeka était là, le régime en place avait accepté que les terroristes occupent toute la région de Kidal, une partie de Tombouctou, une partie de Gao, une partie de Menaka et d'autres se baladent.